Aujourd'hui, une bonne nouvelle. Dans toute la France, on a vu une mobilisation, une très grande mobilisation, pour des retraites dignes, avec un travail qui doit être juste. Alors, j'en ai oublié de vous dire bonsoir à toutes et à tous, parce que cette bonne nouvelle est quelque chose qui nous motive, qui nous donne du courage. Il y a eu, selon le ministère de l'Intérieur, 1,12 million de manifestants et selon la CGT, 2 millions dans toute la France. C'est beaucoup. À Nantes, 3 kilomètres de cortège. Et on a été obligé d'allonger le cortège face à cet afflux. À Toulouse, 40 000 personnes. À Marseille, 30 000. À Strasbourg, environ 20 000. À Carcassonne, dans une petite ville comme Carcassonne, 10 000. Donc c'est un grand succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu union de tous les syndicats. Le peuple veut une union pour ce qui est juste. Et il n'y a pas eu seulement des syndiqués qui étaient à la manifestation. Ça aussi, c'est une chose très intéressante. Il y a eu des gilets jaunes. Il y a eu des non-syndiqués, tout simplement. Beaucoup de personnes âgées, des jeunes. Donc c'est toute la population, tout notre peuple qui était là. Et cette manifestation est importante, bien sûr, pour ce qui concerne un sujet fondamental, les retraites. Mais elle est encore plus importante pour ce qu'elle signifie. Parce que, en ce qui concerne les retraites, vivre mieux et profiter d'une bonne retraite à 60 ans n'est pas seulement un droit individuel, c'est le signe du progrès et de l'amélioration de toute notre société. Donc, c'est bien une question, c'est bien un enjeu de toute notre société, de la société que nous voulons pour le futur, qui est là. Solidarité et Progrès, bien entendu, notre parti soutient entièrement cette manifestation, mais bien au-delà. Car ce qui est essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français ne battent pas en retraite. Ils ne battent pas en retraite face à la casse des retraites, qui s'inscrit dans le plus grand plan social probablement de toute l'histoire. L'oligarchie financière, le business, comme ils disent, les think tanks anglo-américains, comme l'Institut Montaigne, et leur serviteur Macron, sont les fossoyeurs du travail humain. Et là, c'est une réaction contre ces fossoyeurs, qui démantèlent le service public, qui désertifient notre territoire. C'est pas seulement de l'incompétence, c'est une destruction planifiée. Pourquoi planifiée ? Parce qu'elle obéit au verdict des marchés financiers, comme certains même déjà le disent, et aux pressions d'une Union européenne qui est le relais de ces marchés financiers. Pour résumer les choses, ils veulent un monde où le travail formate et déclasse. Nous voulons un monde où il émancipe et élève. Ils veulent un monde qui est un monde triste, un monde sans joie. Ce que nous voulons, c'est des jours heureux, de vrais jours heureux. La mobilisation pour les retraites va, oui, bien plus loin que les retraites. C'est le type de société vers laquelle nous voulons aller, qu'il s'agit ici. Avoir enfin des retraites dignes, cela veut dire qu'on respecte le travail humain, qu'on ait d'abord de bons boulots, où on se sente bien, parce qu'on sert ses semblables. On sert aussi les générations futures. Et ensuite, c'est juste que le travail accompli, des gens qui ont mon âge, non par bienveillance, mais parce que le travail créateur doit être récompensé, que ces gens puissent vivre bien, parce que le travail, c'est une chaîne continue, d'âge en âge. Alors, je pense qu'il faut commencer par dissiper ce qu'on essaye de nous faire croire. La retraite, ce n'est pas tant d'actifs qui financent tant de retraités. La retraite, c'est avant tout
la productivité de toute une société qui permet à des actifs, même en diminution, de financer beaucoup plus de retraités. Et c'est cette productivité sociale, économique, physique de toute la société qui, aujourd'hui, n'a pas lieu avec notre désindustrialisation, avec toute notre politique d'abandon de l'hôpital public, d'abandon de l'école, d'abandon de tout ce qui compte. Donc si ceux qui comptent engendrent des emplois, ces emplois engendrent des cotisations, et on peut avoir une société qui marche avec plus de retraités. Et puis, aussi, s'il y a plus de retraités, c'est qu'il n'y a pas eu assez de naissances. Et depuis, disons, quelques dizaines d'années, on a une politique qui abandonne le soutien aux naissances qui était une constante chez nous. Donc, plus d'emplois pour plus de cotisations, mais plus d'emplois mieux rémunérés. Parce que ce sont des emplois mieux rémunérés qui permettent d'accroître les cotisations. Ce qui veut dire de meilleurs emplois pour les femmes. Ce qui veut dire, pour les femmes qui ont à faire face à une situation difficile ou qui ont beaucoup d'enfants, supprimons la fameuse décote, permettons-leur à elles aussi de prendre leur retraite plus tôt. C'est essentiel. Ensuite, évidemment, il y a toute la question, à part cette productivité réelle de l'économie, à part la question de la démographie, à part la question du nombre d'actifs, il y a la question du logement. Aujourd'hui, il est très difficile pour quelqu'un qui veut trouver un emploi dans certains secteurs. Je pense aux infirmières, je pense aux aides-soignantes. Il est très difficile de trouver un logement près du lieu de travail. Et si on a un stress en plus dans la profession, ben on part. C'est ce qui arrive avec les infirmiers, les infirmières. 29% pensent partir. Cette année, c'est autant moins de cotisations. Il faut embaucher 100 000 infirmiers et infirmières. Et ça fera des cotisations. Je lance toutes ces idées parce que parler des retraites comme une chose en soi, en réalité, eh bien c'est tromper. Parce que la retraite, c'est quelque chose qui s'inscrit dans toute une société. Si on avait une société qui ne soit pas de la finance, mais une société de la production vraie et réelle, pas en monnaie, mais en bien commun pour chacun, si on avait cela. Et si on avait aussi l'énergie qui le permet, si on avait mieux pris soin de notre nucléaire, si on ne l'avait pas abandonné comme l'ont fait depuis, je dirais, 2 ou 3 présidences, eh bien on aurait aussi une société qui serait plus productive. Et c'est à tout cela qu'il faut penser autour de la question des retraites. La réforme Macron, en réalité, ce qu'il essaye de nous asséner, ça trahit ceux qui ont fait la France et ceux qui veulent la construire. Alors, on voit un peu partout une prise de conscience, voilà qu'une Natacha Polony dans Marianne nous parle, les fossoyeurs sont aux commandes, non, au déclin, c'est une destruction planifiée. Ils s'en rendent compte un peu tard. Lorsque moi-même je me battais pour une justice sociale, une vraie, basée sur une économie qui produit réellement, eh bien, il n'était pas très souvent là. Il traitait de questions un peu à côté de la plaque. Le Monde, c'est un projet de loi pour rassurer les marchés financiers. Non, c'est le projet des marchés financiers. On voit une politique, tiens, Christiane Marty dans Le Monde, c'est une aggravation de la situation des femmes. Oui, bien sûr. Battues et en retraite, nous dit un autre hebdomadaire. Oui, mais qui traite le problème réel de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire, comme en Suède, avoir un congé parental des 2 parents et de 18 mois. Alors oui, on aurait plus de naissances. Alors oui, la société serait meilleure. Alors oui, on aurait plus de cotisations. C'est de ce point de vue que nous voyons les choses. C'est de ce point de vue qu'on doit les voir à long terme. Mais alors, on dira, évidemment, il y a un problème à court terme. Mais à court terme, il y a quand même pas mal d'alternatives. Plus de 80 milliards de dividendes des sociétés du CAC 40. On peut
toucher un peu là des choses pour combler les déficits à court terme. Il y a un point de cotisation de retraite de plus pour les employeurs, passer de 16,5 à 17,5. Là aussi, on trouvait de la matière. Nous pourrions affecter une part des excédents des cotisations chômage au financement des retraites, nous dit un Henri Sterdignac. Oui, là aussi, il y a de la matière. On peut limiter les exonérations de cotisations et l'État pourrait rattraper quelques milliards. Aussi, il faudrait, si on veut vraiment trouver de la matière, il faudrait s'en prendre à l'optimisation fiscale et doubler sans doute ceux qui se battent pour pouvoir la repérer et mettre la main, comme c'est la loi, sur le moment où elle devient fraude. Non, ils essayent de nous diviser. Ils disent oui, il y a un parfum de guerre, des générations, un relent des classes. Non, c'est pas vrai. Les gens qui étaient à la manifestation sont des gens qui représentent tous les secteurs de notre société. Alors quel est le problème? Le problème, il est politique. C'est que nous avons des partis politiques d'opposition qui parlent de toutes sortes de choses, parfois importantes, mais pas des choses qui sont réellement essentielles. Et à partir de cette question des retraites, il faudrait penser le rôle du travail. Comment faire la paix dans le monde? Comment passer à une économie chez nous et dans le monde, qui soit une économie basée sur le développement mutuel, sur une véritable croissance, pas la croissance en chiffres, pas la croissance en statistiques, pas la croissance du produit intérieur brut, mais une véritable croissance du bien commun et pour le bien commun. Or, que font les partis? Ils se battent entre eux. La crise dans LFI, la crise dans la NUPS, Marine Le Pen qui se promène au Sénégal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas des gens qui sont attachés à trouver ensemble, si possible, une solution, ou même séparés. Mais non, chacun cherche son créneau, ce qui l'arrange, pour occuper des positions. Il faut arrêter ce Kamasutra politique. Et il faut penser à l'intérêt de notre pays et au développement de notre économie, et dans le monde, s'allier à ceux qui tentent à penser dans cette direction. Ce qui apparaît, les pays de l'Organisation de la coopération de Shanghai, le Global South, les gens comme Serge Glaziev qui réfléchit en Russie, Li Hu qui réfléchit en Chine. Et puis, avec eux, penser notre propre problème. Pas parce qu'on est attaché à eux, qu'on pense que ce sont des sauveurs, non. C'est parce qu'il faut participer à quelque chose qui va dans la bonne direction et la rendre meilleure. C'est cela notre défi aujourd'hui. Et vous savez, on s'aperçoit que l'inflation gagne sur tous les achats de la vie quotidienne, vous le savez. Mais deux chiffres, plus 20,3% pour les pâtes et les couscous à Paris, ce qui touche le plus les gens qui ont le moins de moyens. Et 58,6%, plus 58,6% pour les huiles alimentaires, 24,9% pour les fruits congelés. Je ne cite que ça. Ça touche l'alimentation, ça touche, vous le savez bien, le gaz et l'électricité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui marche? Eh bien, c'est LVMH. C'est LVMH de M. Arnault. 400 milliards de valeur boursière. C'est L'Oréal, 210 milliards. C'est Hermès, tous en forte hausse. Le luxe, les sociétés de luxe du CAC 40, et qui gagnent de l'argent, littéralement, à cause d'un euro faible, qui profitent d'un euro faible pour exporter dans les pays où il y a un dollar fort, comme les États-Unis, dans les pays qui peuvent acheter, comme en Chine. Donc nous en sommes réduits à quelque chose qui se passe en dehors de nous. Prenez L'Oréal, 15% seulement de ses ventes sont en France. Et je ne veux pas crier haro sur L'Oréal, mais je veux montrer un phénomène global avec un exemple. Et vous savez, le fond de la chose, c'est que les deux anciens pays coloniaux, la France et l'Angleterre, sont les pays qui sont en crise. En 1980, le produit intérieur brut par habitant en France était de 20% supérieur à celui du Royaume-Uni.
Aujourd'hui, c'est le même. On a baissé, même par rapport au Royaume-Uni, qui a baissé avec les autres, puisque si vous prenez l'ensemble des choses, l'économie française représentait en 1980 4,3% du produit intérieur brut et le Royaume-Uni 3,8% du produit intérieur brut du monde. Aujourd'hui, c'est descendu à 2,28% et à 2,33%. Il faut se réjouir que d'autres pays produisent plus, mais que nous soyons dans une situation où, et je prends les statistiques qui le montrent clairement, depuis 2016, la croissance britannique a été de 6,6%, celle de la France 7,1%. En 6 ans, nous avons fait pratiquement moins que la Chine en 1 an. On dira oui, mais la Chine a du retard, oui, la Chine est régie par des autocrates ou je ne sais pas quoi. Non, c'est à nous-mêmes qu'il faut s'en prendre. Nous ne sommes pas arrivés à une situation où notre souveraineté s'affirme du peuple, pour le peuple et par le peuple, comme c'est inscrit dans l'article 2 de notre Constitution. La diplomatie française elle-même ne cesse de s'appauvrir. 30 ans de coupe budgétaire, là aussi. Paris s'inquiète des opérations cyber-américaines en Europe, cybernétiques. On a raison. Les Américains font des expéditions, prenant prétexte de ce qui se passe en Ukraine, pour aller voir ce qui se passe un peu partout et capter nos données. Il faut là aussi nous défendre. Comme on défend le peuple, on doit défendre la nation. Alors, notre journal, Nouvelle Solidarité, est voué à ça. Le titre du dernier numéro, c'est « Guerre au temps Russie, la paix mondiale vaut bien une messe ». Pourquoi vaut bien une messe? C'est à la fois une ironie et une réalité. Et je vous en parlerai par rapport à des amis ou à des auditeurs qui ont posé des questions. Parce que nous faisons appel au Vatican pour être médiateur. Le Vatican l'a proposé, nous disons oui, il faut le faire. Qui d'autre? Ça ne peut pas être Erdogan ou Lula qui l'ont su proposer mais qui sont trop impliqués. Ça ne peut pas être la Chine, lieu d'accueil. Je ne crois pas que toutes les parties seraient d'accord et ça ne peut pas non plus être les États-Unis d'Amérique. Alors qui? La Finlande? Non, elle est plus neutre, elle adhère à l'OTAN. Helsinki, c'est fini. La Suisse? Non, elle-même n'est plus réellement nôtre. Elle applique des sanctions à la Russie. Alors il reste, évidemment, le pape et Monseigneur Parolini, qui sont conseillers pour ces questions, qui sont dans l'héritage, eux, et j'en parlerai tout à l'heure, d'une diplomatie vaticane qui a toujours défendu la paix, contre parfois la curie romaine, qui, elle, est quelque chose qui n'est pas la plus pure au monde. Mais il y a donc un lieu d'accueil. Il ne s'agit pas de dire c'est parce que le papauté... Non, il y a un lieu d'accueil. Il faut profiter de ce lieu d'accueil. Le pape François avait critiqué les exactions russes commises par des bourriates ou des Tchétchènes en Ukraine. Et il s'en est excusé après que le ministre des Affaires étrangères russe ait protesté. Et la Russie a reconnu que c'était très courageux de la part du Vatican d'avoir fait cela. Et Vladimir Poutine a envoyé ses vœux chaleureux au pape. Alors là, on a une chance, et il faut la saisir. Lorsqu'il y a une chance, cela se saisit. Je vous en parlerai plus longuement une autre fois, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille, c'est demain, de la réunion de Ramstein. Dans cette réunion de Ramstein, c'est tous les fournisseurs d'armes à l'Ukraine qui se réunissent, en Allemagne, pour envoyer des armes offensives à l'Ukraine. Ils veulent des chars lourds pour faire la guerre. Pour l'instant, on ne les fournit pas. Mais il faut éviter que cette escalade peu à peu se produise qui pourrait nous mener jusqu'à un seuil nucléaire. Et nous avons nous-mêmes à résoudre bien des affaires qui n'ont pas été très honorables chez nous. Aussi en Ukraine même, il y a eu des assassinats, mais ne blâmons pas les Ukrainiens, puisque nous-mêmes en avons commis qui n'ont jamais été résolus, des crimes qui n'ont pas été résolus. En Allemagne, Rohrweder, Jürgen Ponto, Herrhausen,
aux États-Unis, les frères Kennedy, vous savez, même le Figaro Magazine soulève à nouveau la question, Kennedy, la thèse du complot relancée, puis Martin Luther King et Malcolm X. Chez nous, toute une série de choses qui, depuis l'assassinat de Jean Moulin jusqu'à l'étrange suicide de François Grossouvre à l'Élysée, tout ça, comment pourrait-on faire confiance aux pays occidentaux lorsqu'il y a toutes ces choses et lorsque Madeleine Albright, par exemple, la secrétaire aux affaires étrangères qui dirigeait le département d'État aux États-Unis, Madeleine Albright, à une question du journaliste, a dit « Oui, il y a eu 500 000 enfants morts en Irak à cause de nos bombardements, mais c'était une juste guerre et c'est le prix à payer. Et comment peut-on confiance aux Européens qui, à Bruges, tiennent des séances de formation de diplomates pour les mettre au niveau de servir l'Union européenne telle qu'elle est, et telle qu'elle ne devrait pas être, dans une salle qui s'appelle la salle Madeleine Albright. Donc, c'est une confiance qu'il faut recréer dans le monde. Et cette confiance, je pense, je vais vous mentionner deux orientations. L'une, qui est celle de la présentation qu'avait faite, je ne peux pas appeler cela un discours, c'est plus que cela, du pape Benoît XVI aux Bernardins, donc c'était le 12 septembre 2008, dans lequel il dit « C'est ainsi que le travail des hommes devait apparaître comme une expression particulière de leur ressemblance avec Dieu, qui rend l'homme participant à l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Sans cette culture du travail, qui avec la culture de la parole constitue ce qu'il appelle lui le monachisme, le développement de l'Europe, son ethos et sa conception du monde sont impensables. » Eh bien maintenant, on ne respecte plus le travail, et cette conception de l'Europe, l'Union européenne l'a trahi pour cette raison. Puis, pour aller dans le sens de la coïncidence des opposés qui ne sont pas tellement des opposés d'ailleurs, qui ont la même ambition, si ce n'est avec des couleurs différentes et des opinions parfois différentes, je vais mentionner le Réveil des combattants, qui est la revue des anciens combattants républicains, et qui cite une très belle citation d'Henri Barbus, l'auteur du Feu en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Il dit « L'avenir est dans la main des esclaves, et on voit bien que le vieux monde sera changé par l'alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le nombre et la misère sont infinis. » Alors aujourd'hui, c'est une souffrance au travail, c'est une misère sociale, c'est peut-être moins une misère dans l'alimentation, mais c'est tout de même une misère d'être exclu et traité comme des pions. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous disant qu'il ne faut pas être pessimiste, parce que dans le monde et chez nous, apparaissent, malgré des dirigeants politiques qui sont comme Macron, des destructeurs, qui l'ont dit eux-mêmes d'ailleurs, qui voulaient déconstruire notre histoire, et une opposition divisée, où chacun cherche à occuper son terrain, au lieu de penser à ce que pourrait être le bien commun. Donc, battons-nous donc pour cette unité et engageons nos forces dans ce combat. Alors, j'ai aujourd'hui, pour terminer, des questions. La première, c'est sur les problèmes du Vatican comme médiateur. Fabien, mon voisin, me dit « Je suis entièrement d'accord avec vous. Malheureusement, j'ai appris que le Vatican aurait envoyé des émissaires pour s'emparer d'artefacts orthodoxes millénaires d'une valeur inestimable. J'ai du coup l'impression que cette organisation n'est plus vraiment idéale pour négocier des accords de paix. Malheureusement, qu'en pensez-vous » Alors, il ne s'agit pas de négocier des accords de paix d'abord. Il s'agit d'être médiateur. Le médiateur, ce n'est pas négocier, c'est rapprocher les parties et essayer de dégager ce qui peut être leur intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est toujours l'intérêt de l'humanité. Je vous ai expliqué que le Vatican est une institution qui apparaît historiquement comme respectée, qu'il y a beaucoup de raisons historiques de tout cela. Très rapidement, c'est Jean XXIII, le grand pape Jean XXIII, dans la crise des missiles de Cuba. Eh bien, il envoie auprès de Kennedy et de Khrouchtchev, auprès de tous deux,
pendant et après la crise, des gens qui tentent de dégager comment en sortir. Et ce qu'on dit Kennedy et Khrouchtchev plus tard, c'est qu'ils devaient lutter pour en sortir contre leur propre entourage, qui était va-t-en-guerre. Et les deux ont eu le courage d'arriver à un accord. Jean XXIII a consacré cette pensée dans son encyclique du 11 avril 1963, Pacem in Terris, qui était, il est mort, je crois, le 3 juin 1963. Il l'a rédigé juste avant sa mort. Il savait qu'il avait un cancer terminal et il l'a rédigé de toutes ses forces. Et on devrait relire cette encyclique qui porte un message extrêmement important pour aujourd'hui. Et de même, relire le discours de Kennedy qu'il a prononcé une semaine après la mort du pape, le 10 juin 1963, du pape Jean XXIII, à l'Académie, à l'American University de Washington, et où il dit sa volonté de mettre fin à la guerre froide et de mettre fin à ceux qui la fomentent. Je dois dire qu'après avoir dit ça, il risquait sa vie. Et malheureusement, il s'est rendu au Texas dans une voiture décapotable ensuite, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il aurait dû se protéger. Et puis auparavant, il y a eu la médiation du pape Benoît XIV pour arrêter la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et c'est très intéressant si on pense à notre façon de penser, qui est celle de la coexistence des opposés, trouver un niveau supérieur pour résoudre des choses qui ne peuvent pas être résolues à un niveau inférieur. Qui a reconnu ce qu'avait fait, beaucoup l'ont reconnu, mais qui a reconnu ce qu'avait fait Benoît XIV pour essayer d'arrêter la boucherie, et il a mis tous ses efforts, y compris d'ailleurs avec l'archiduc Charles en Autriche, Hongrie, à l'époque. Eh bien, en 1920, 2 ans avant la mort de Benoît XIV, Mustafa Kemal Atatürk a honoré son engagement pour la paix en érigeant une statue avec l'inscription suivante: au grand pape de la tragédie mondiale, la Première Guerre mondiale, le bienfaiteur de tous les peuples, quelle que soit la nationalité et la religion des uns ou des autres. Donc, c'est très intéressant de voir comment peuvent fonctionner les gens qui se battent ainsi pour la paix. Et c'est la réponse que je ferai aussi à Thierry Hardier, qui dit « Appeler à la négociation du Vatican, surtout avec le pape actuel, décrédibilise grandement votre analyse. » Eh bien non, monsieur Hardier, ne décrédibilise pas, parce qu'il ne faut pas tenir compte seulement des personnes et des narratives, des narrations autour des personnes. Il faut tenir compte d'une histoire. Et c'est cette histoire, tout le monde pense qu'on veut mettre le pape dans la négociation. Non. Il faut faire ce qu'ont fait Jean XXIII et Benoît XVI. Jean XXIII avec succès, Benoît XIV, pardon, et Benoît XIV qui n'a pas réussi. Et pensez à ce que nous dit aujourd'hui, ou ce que nous a dit, qui est mort maintenant, Benoît XVI. Il a dit, ce qui est essentiel, encore une fois, et j'y reviens, c'est le travail. Et il dit, dans les monastères où s'est maintenue une pensée qui n'était pas celle de conformisme et de l'arrivisme et des familles féodales qui tenaient le Vatican, dans les monastères, on élaborait une pensée en travaillant. Eh bien, c'était à la suite de ce que faisaient les rabbins, parce qu'en Israël, les rabbins aussi travaillaient. D'où l'importance de ce travail et la notion du travail dans le judéo-christianisme. Alors aujourd'hui, beaucoup parlent du judéo-christianisme comme une défense contre l'islam ou je ne sais pas quoi. Non, il ne faut pas confondre les choses. C'est l'exemple qu'on donne qui est important. Et il faut être exemplaire. Il ne faut pas, disons, faire de la délation contre ceux qui se battent pour la paix, comme un Patrick Chevalreau, qui est vice-amiral aujourd'hui, contre-amiral, qui dit que attention, d'anciens militaires français contribuent aux intérêts du Kremlin. Donc si vous vous appelez à la paix, vous êtes avec le Kremlin. Non. On est avec la France. On est avec l'humanité. Ce qui veut dire faire prévaloir la paix dans des conditions difficiles, parce que d'autres même nous diront « Ah oui, vous voulez la paix maintenant ? Ben vous favorisez les Ukrainiens contre les Russes, parce que ça peut faire reculer les Russes. » D'autres nous disent « Non, il faut laisser faire la guerre pour que les Russes arrivent au bout et qu'à ce moment-là, soit résolu par une victoire des Russes qui est inéluctable. »
il faut sortir de tous ces calculs, même si dans une réalité immédiate, ils peuvent être justes. Les Russes seront plus puissants que les Ukrainiens et les battront, sauf si l'Occident en arrive au seuil nucléaire. Mais le souhaite-t-on? Et c'est ce que j'ai à répondre à d'autres qui me disent « Oui, mais Poutine a fait ceci, Poutine a fait cela. » Oui, il n'a pas respecté le droit international en rentrant en Ukraine, mais on l'avait provoqué depuis longtemps. Et l'Occident, entre guillemets, c'est une mauvaise notion, les Anglo-Américains, n'avaient pas tenu leurs promesses auparavant. Donc ils n'étaient plus crédibles pour Poutine. Ils n'étaient plus crédibles pour la Russie. Ils ne sont pas crédibles pour les pays du Grand Sud, ni pour l'Argentine, ni pour l'Indonésie, ni pour l'Égypte, ni pour le Brésil de Lula, ni pour la Turquie. L'Organisation de la coopération de Shanghai et les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, agrègent autour d'eux la plus grande partie du monde. On dit Poutine est isolé. Non, c'est les pays occidentaux qui commencent à être isolés. Donc ils doivent changer de politique. Pas en se ralliant, mais en participant à un développement, à une nouvelle architecture. Une nouvelle architecture de développement mutuel, économique, qui permet de sortir de ce monde de l'oligarchie financière et du militarisme qui lui est associé, qui porte en elle la guerre, parce qu'elle ne peut pas assurer le développement, elle ne peut pas assurer le travail. Et voilà le lien avec le travail créateur, qui permet d'accroître la capacité d'accueil du monde. Elle est incapable de l'assurer. Donc pour se maintenir, elle doit être contre le travail. Et c'est là l'explication de ce qui se passe. Notamment le sujet que soulève la question des retraites. Elle doit être contre le travail et contre les autres. Et elle porte donc la guerre sociale comme la guerre tout court. Et c'est de cela que nous devons sortir aujourd'hui. C'est ce que veut répondre à ceux qui me posent des questions. Alors, pour finir, Jacqueline Baïchansky-Nicolas demande « Mais ces nombreuses grèves ne visent pas le bon but. » Elles sont une étape, il faut bien le voir comme ça, une étape fondamentale, à partir desquelles il faut aller plus loin, bien sûr. Mais c'est essentiel parce que c'est la justice, c'est notre vie. Et elle nous dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de grandes manifestations, des grèves ou de fortes protestations allant dans ce sens pour la paix, contre le jeu suicidaire de la France? Je dis oui, mais disons, mettez-vous-y. Je ne sais pas si vous y êtes déjà mise, mais mettez-vous-y, mettons-nous-y, faisons-le, et donnons-nous les moyens, parce qu'il faut les moyens. J'étais à la manifestation de 2000 personnes organisée par les Patriotes de Florian Philippot, et j'y ai parlé. Vous pouvez voir ce que j'y ai dit. Parce qu'il faut une unité de tous ceux qui veulent la paix, de tous les souverainistes, de tous ceux qui veulent un développement mutuel à l'intérieur de la France comme dans le monde. Alors, évidemment, il a fait cette manifestation pour la paix. Pour différentes raisons, il y a des moyens que nous n'avons pas. Très bien. Mais donnez-nous à nous les moyens et permettez-nous de porter plus haut le combat, de nous battre sur ce qui est fondamental. Et, disons, prenons la question des retraites comme un moment de l'histoire qui nous permette, je dirais, d'aller à un niveau supérieur des faits. Et prenons la paix elle-même comme permettant d'aller à un niveau supérieur des faits. C'est ce que notre Institut Schiller International organise. Nous avons une grande réunion le 4 février sur cette question, où il y aura une grande partie fondée sur le développement du continent du futur, qui s'appelle l'Afrique. Et cessons de voir l'Afrique comme un danger entretenant des migrants, et voyons l'Afrique comme le continent du futur qu'on doit développer. C'est cette vision du monde, basée sur un optimisme créateur, pas un optimisme béat, mais un optimisme créateur que nous devons avoir. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, avec toute la joie que j'ai, la joie d'avoir vu ces manifestations, et de se dire que ce n'est
si nous faisons ce qu'il faut, ce ne sera qu'un début et nous pourrons aller beaucoup plus loin. Aidez-nous, aidez tous ceux qui veulent parvenir à ce que ce soir, jeudi, d'une façon ou de l'autre, et qui est sans doute le sujet fondamental de ce moment de l'histoire pour éviter et la guerre et le déclassement du travail.